Oui, je suis là. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend très bien. Ah bah parfait, parce que truc me dit que je suis muette. Bonjour à tous. Je rejoins maintenant pour le reste de la journée la cellule opérationnelle de cette journée à distance, de cette journée de cours à distance. Donc, pour introduire le prochain orateur, je demande à Antoine Fassot, qui est urgentiste à La Louvière, à Jolimont, de venir nous rejoindre et de partager son écran. Je vois que c'est déjà chose faite. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois sur le chat en direct. Toutes les questions seront reprises à la fin de l'exposé et on laissera à l'orateur, à Antoine, le soin d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup. Tu es prêt, Antoine? Voilà, je suis tout à fait prêt. Je pense qu'on Excellent. m'entend. Eh ben, merci beaucoup et à tout de suite alors. Merci pour l'introduction. Bon, moi, je vais vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'outil échographique pour finalement évaluer le patient qui se présente en salle d'urgence avec une dyspnée. Et donc, ce cours se veut vraiment plutôt comme une introduction à tout ce qu'on peut faire avec l'échographie au niveau pulmonaire, plutôt que vraiment comme un balayage du panel des possibilités. Alors, plan du cours, on va voir déjà quels sont les différents artefacts qu'on va obtenir. Donc, quand je prends ma sonde d'échographie, que je la pose sur le thorax du patient, quelles sont les images que je veux avoir, quelles sont les images pathologiques qu'on va obtenir. On va revoir ensuite un algorithme qu'on propose ici, entre autres au sein du EM, pour éviter de passer à côté de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça va tout seul. Voilà, on va revoir un algorithme qu'on propose au sein du EM, et puis on reverra une conclusion avec les différents messages clés à retenir pour l'échographie au niveau du poumon. Alors tout d'abord, une première question, c'est est-ce qu'on peut échographier l'air? Donc ça, je pense que vous avez tous bien compris sur la présentation de Félix. Non, on ne peut pas échographier de l'air, ça ne transmet pas les ultrasons. Cela dit, un poumon, ce n'est pas juste un ballon qui est gonflé d'air. Un poumon, c'est des alvéoles, c'est une plèvre pariétale, une plèvre viscérale. Et donc, avant d'arriver au poumon, on va avoir d'autres structures qu'on va pouvoir évaluer. Alors, quelles sont les différentes structures? La plèvre, par exemple, donc on a une plèvre pariétale, on a une plèvre viscérale. Lorsque les deux structures sont accolées, comme chez la plupart des gens, il y a un mouvement de glissement. Donc, l'échographie va permettre d'évaluer les mouvements de la plèvre. Un épanchement, donc c'est du liquide finalement qui se situe sur le pourtour du poumon, donc avant qu'on arrive au problème qui est l'air. Et donc, les épanchements se voient très très bien en échographie pulmonaire. Le parenchyme normal, il y a des septa, il y a des alvéoles, certes, mais c'est quand même pas la majorité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas bien du tout en échographie. Même chose pour les alvéoles, le médiastin. À l'inverse, quand votre parenchyme commence à se remplir, les alvéoles commencent à se remplir de pus, commencent à se remplir d'eau, un parenchyme qui commence à être condensé, à ce moment-là, on va avoir le développement d'une interface qui va permettre justement aux ultrasons de passer. Et donc oui, on va pouvoir voir le parenchyme condensé. Alors, quelle est la place de l'échographie pulmonaire dans l'évaluation de la dyspnée? Mais ça, je pense qu'on l'a déjà bien répété. Clairement, je ne vous dis pas de faire de l'échographie à la place de votre examen clinique. Vous faites votre anamnèse, vous écoutez le poumon du patient, et puis seulement vous sortez votre échographie pour répondre à une question à laquelle vous vous posez. Ça va permettre de préciser un peu le diagnostic différentiel et de manière souvent beaucoup plus rapide que d'attendre 2 heures, 3 heures le résultat des BNP ou les éventuels dédimères et repiquer le patient. Alors, si je prends ma sonde d'échographie et que je la pose sur le thorax d'un patient, qu'est-ce que je vais avoir comme image? Donc, je vais avoir cette image-ci, finalement. Donc, on a la sonde qui est posée ici, donc au niveau de la peau. On va avoir tout le tissu sous-cutané, les différents muscles, et puis on va arriver aux deux structures que sont les côtes. Donc, les côtes, vous avez suivi la présentation de Félix, ne transmettent pas les ultrasons, et donc on va avoir deux cônes d'ombre au niveau postérieur, une là et une là. À l'inverse, entre les côtes, vous allez pouvoir descendre en profondeur et vous allez arriver à la première structure ici, qui est la plèvre pariétale et puis, le plus souvent, la plèvre viscérale. Ces deux structures glissent l'une sur l'autre. Cette image, telle qu'on la présente ici, on appelle ça le signe de la chauve-souris. Tout simplement, c'est l'équivalent d'une chauve-souris qui étend les deux ailes étant les côtes, et finalement le corps de la chauve-souris ici au centre. Alors, cette échographie, vous allez regarder à un endroit du poumon, mais c'est important de regarder le poumon dans son entièreté. Et donc, on divise le poumon en différentes zones. Il y a différentes façons de faire, mais la façon la plus classique, c'est de diviser le poumon
en 2 zones antérieures, 2 zones latérales et également, lorsque c'est possible, 2 zones postérieures. En sachant que si on recherche plutôt un pneumothorax, donc le décollement va se situer plutôt dans la partie supérieure du poumon. À l'inverse, si on recherche plutôt un épanchement, donc du liquide, pesanteur faisant, on va le voir plutôt dans les parties inférieures du poumon au niveau des bases pulmonaires. Et donc, quelle sonde utiliser? Avec ça, l'échographie pulmonaire, elle est fâchée avec personne. On peut utiliser vraiment n'importe quelle sonde. Vous pouvez utiliser la sonde abdominale. Si vous utilisez la sonde abdominale, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir évaluer plusieurs espaces intercostaux à la fois. Si vous utilisez la sonde cardiaque, l'avantage, c'est que vous allez vraiment pouvoir cibler la plèvre et donc vous n'aurez pas ce problème, ou en tout cas moins le problème que sont les côtes pour l'évaluation des poumons. Et puis, si maintenant vous voulez utiliser la sonde vasculaire, vous allez avoir une image qui va aller bien moins en profondeur. Cela dit, vous allez avoir une image aussi de qualité qui sera supérieure, entre autres pour l'évaluation de la plèvre et des différentes condensations qu'on peut avoir en sous pleural. Il faut juste savoir, c'est lorsque vous activez votre machine d'écho, c'est de bien régler le preset et donc bien mettre le mode pulmonaire, voire éventuellement, si votre machine est dépourvue d'un mode pulmonaire, mettre le mode abdominal. Si vous mettez le mode cardiaque au niveau, du poumon, vous allez voir plein de choses qui n'existent pas. Donc, faites attention au mode pulmonaire de préférence, abdominal éventuellement. Alors, comment procéder? Donc, ça, c'est vraiment l'algorithme qu'on propose et donc on va le répéter finalement pour tous les cas qu'on va présenter. Tout d'abord, c'est est-ce qu'il y a un glissement pleural? Ensuite, est-ce qu'il y a un pouls pulmonaire? On va détailler chaque point un par un. L'aspect de la plèvre, est-ce qu'il y a des lignes A, des lignes B, des épanchements et des condensations? On y va pour la première image, donc c'est est-ce qu'il y a un glissement pleural? Donc ici, on a posé notre sonde au niveau du thorax, peu importe, on va dire que c'est en haut à droite. Et donc, on a tout le tissu sous-cutané qui est ici, et on a 2 images de côte, une première qui est ici et un deuxième cône d'ombre qui est ici. Entre les deux, on voit ici la plèvre, et la plèvre pariétale, lorsqu'elle est accolée à la plèvre viscérale, provoque un mouvement de glissement l'un sur l'autre à chaque fois que le patient inspire ou expire, et ça fait, comme on le montre ici, ce petit mouvement de glissement. Si jamais vous avez du mal à voir ce mouvement de glissement, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer le gain. Et en diminuant le gain en diminuant également la profondeur, vous allez pouvoir voir justement ce petit mouvement de glissement. On parle parfois de fourmis qui marchent sur le sol. L'autre point à regarder, c'est le pouls pulmonaire. Donc, si votre patient, par exemple, ne respire pas, fait une pause inspiratoire, vous allez avoir ce petit mouvement de battement au niveau de la ligne pleurale. Ce battement au niveau de la ligne pleurale, en fait, il est expliqué parce que les poumons, ils sont gonflés d'air, mais ils sont dans le thorax en continuité avec les autres organes, et notamment le cœur. Donc, à chaque fois que le cœur bat, il va faire bouger toutes les structures qui sont adjacentes, et notamment les poumons. Et donc, finalement, la présence d'un pouls pulmonaire vous certifie aussi que le poumon est rempli d'air et donc est bien accolé à la paroi, ce qui permet de transmettre ce petit mouvement de battement. Les lignes A et les lignes B. Donc, ça, c'est les différents artefacts qu'on peut avoir en échographie pulmonaire. Il y a tout d'abord les lignes ici, qui sont des lignes horizontales. On a décidé de les appeler A. Et puis, il y a des lignes qui sont verticales. On a décidé de les appeler des lignes B. Alors, qu'est-ce que ça représente? Les lignes A, en fait, c'est un artefact de réverbération. Entre votre sonde qui est là et puis la plèvre, il va avoir un petit mouvement de répétition. Et donc, ça fait créer cet artefact qui va revenir de manière indéfinie, en fait. Plus vous allez descendre en profondeur, et ce sera à chaque fois à la même distance. C'est un signe de quoi des lignes A? C'est un signe de pas grand-chose. C'est ce qu'on a dans un poumon normal. Donc, si vous mettez votre sonde d'échographie, si vous faites le test chez vous ou à l'hôpital, vous allez avoir fort probablement ce profil-ci, qu'on parle de profil pulmonaire A, donc tout à fait normal. Les lignes B, par contre, là, c'est discothèque. En tout cas, ça dépend un petit peu de l'ampleur de la pathologie. Les lignes B, en fait, c'est provoqué par la présence de quelques bulles d'eau, du liquide qui se situe vraiment dans l'espace qui est sous-pleural. Et donc, ça crée cet artefact de grands faisceaux blanchâtres qui descend vraiment vers la profondeur, qui va bouger avec la ligne pleurale et qui, le plus souvent, va effacer les lignes A. Donc, vous n'aurez plus cette visibilité des lignes horizontales. Cela dit, ce n'est pas non plus une règle absolue.
Et donc, on a ici un exemple de ligne B. Donc, on reprend notre algorithme. On a la sonde qui est posée sur le thorax du patient. On a tout le tissu sous-cutané qui est là. Une première côte qui est ici, une deuxième côte qui est là. Et vous allez avoir tous ces vaisseaux qui descendent finalement vraiment vers la profondeur, qui vont bouger également avec la ligne pleurale. Vous voyez que ce n'est pas non plus... ici, on voit une ligne A qui est présente. On en devine même éventuellement une deuxième ici. Donc, effacer les lignes A, oui, mais pas tout le temps. Alors, les épanchements. Les épanchements, comme c'était présenté sur une des dias précédentes, vous n'allez pas les rechercher dans les parties supérieures, mais plutôt dans les parties déclives au niveau des poumons. Et donc ici, on est du côté gauche. Vous avez le diaphragme, qui est cette ligne blanchâtre, qui se situe juste au-dessus de la rate. Et donc juste au-dessus du diaphragme, par définition, vous avez normalement le poumon. Et ici, vous avez une structure noirâtre qui est du liquide en fait, hein, et que ça peut être du sang ou éventuellement de l'eau. Ça dépendra un petit peu du contexte clinique, si c'est un trauma ou si c'est plutôt un patient qui est décompensé au niveau cardiaque. Et vous allez avoir ce mouvement de poumon qui vient à chaque fois, qui vient se coller à votre écran à chaque fois que le patient inspire. Un autre signe qui est important, donc quand vous êtes au niveau des bases pulmonaires, c'est vraiment de mettre de la profondeur. Et donc mettre de la profondeur, ça permet de voir les structures digestives, hein, que ce soit la rate ou bien que ce soit le foie, de voir votre diaphragme qui vient se lever dessus. Et vous avez cette structure ici au niveau postérieur qui est en fait la colonne vertébrale. Alors, que vous voyez la colonne vertébrale au niveau abdominal, c'est tout à fait normal, hein, parce que vous avez une structure qui permet de conduire les ultrasons. Maintenant, voir la colonne, la colonne dorsale au niveau thoracique, c'est quelque chose qui nécessite l'existence d'une interface pour la transmission des ultrasons. Dans ce cas-ci, en tout cas, la présence de liquide. Vous pouvez aussi avoir ce signe-là quand vous avez une très très grosse condensation, par exemple sur une grosse pneumonie. Donc les épanchements, le signe de la colonne vertébrale, on l'a vu, hein, donc c'est cette visibilité de la colonne vertébrale au niveau thoracique, et vous le recherchez plutôt au niveau des bases pulmonaires. Vous pouvez mesurer, si jamais vous voulez ponctionner, vous pouvez mesurer la distance, hein, entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, et vous pouvez voir si vous êtes safe ou pas pour piquer. Toujours est-il que la plupart du temps, quand vous avez un épanchement, cet épanchement, il va refouler le poumon, et donc ce poumon va progressivement se vider d'air. Et donc, en se vidant d'air, il va devenir échogène. Et donc, on va pouvoir le voir avec les ultrasons. Et donc, ça donne cette image ici. Il y en a qui voient parfois une tête de renard. Les Chinois appellent ça le golden fish sign. Peu importe, toujours est-il que c'est quelque chose qui baigne à l'intérieur du liquide. À chaque fois que le patient va respirer, ça va se mettre à bouger vraiment comme une queue de poisson. Un poumon qui est condensé, donc vous allez avoir des petites structures blanchâtres ici. Ces petites structures blanchâtres, ce n'est pas des calcifications, c'est de l'air à l'intérieur. Et donc, c'est l'équivalent en échographie de votre bronchogramme aérique que vous avez au niveau de la radiographie de thorax. Donc, on reprend l'algorithme, glissement pleural présent ou absent. Est-ce qu'il y a un pouls pulmonaire? Oui ou non. Quel est l'aspect de la plèvre? Est-ce que votre plèvre est épaissie ou est-ce que c'est à l'inverse une plèvre qui est fine? Est-ce qu'il y a des lignes A? Est-ce qu'il y a des lignes B? Est-ce qu'on a des épanchements donc, au niveau des bases? Est-ce qu'on a des condensations au niveau pulmonaire? Et ça dépendra du lieu de la pathologie. Mais donc l'échographie pulmonaire, ça va permettre de préciser un petit peu. Est-ce que l'origine de votre dyspnée, c'est une pathologie cardiaque? Est-ce que c'est une pathologie pulmonaire, type une pneumonie? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Quand on dit quelque chose d'autre, ça peut être une obstruction au niveau des voies respiratoires, et là, c'est votre examen clinique qui le dira, ou éventuellement une thrombose, enfin une embolie pulmonaire, et donc vous pouvez regarder les membres inférieurs à la recherche d'une occlusion veineuse, ou éventuellement le cœur pour une dilatation du cœur droit. Donc, pathologie par pathologie, chez un patient qui présente un pneumothorax complet, donc finalement c'est un décollement de la plèvre. Est-ce qu'on va encore avoir ce mouvement de glissement de la plèvre pariétale sur la plèvre viscérale? Non, vous n'aurez pas ce glissement pleural. Est-ce qu'on va encore avoir un pouls pulmonaire? Eh bien non, ce ne sera pas possible parce que finalement votre poumon n'est plus en continuité avec la paroi thoracique et ne va plus pouvoir continuer de faire bouger la plèvre. L'aspect de la plèvre, il n'y a pas vraiment de raison que la plèvre soit épaissie, hein, donc la plèvre aura un aspect fin. Est-ce qu'on aura des lignes A? Eh bien, vous aurez toujours finalement une plèvre pariétale, et donc vous aurez toujours cet artefact de réverbération entre votre sonde d'échographie et la plèvre pariétale, et donc oui, vous allez quand même avoir des lignes A. À l'inverse,
la présence de ligne B, ça veut dire qu'il y a quand même des molécules d'eau qui sont situées dans l'espace sous-pleural. Si vous voyez l'espace sous-pleural, eh bien, c'est qu'il est accolé à votre sonde d'échographie, en tout cas à votre thorax. Et donc, la présence de ligne B vous infirme clairement la présence d'un pneumothorax. Est-ce on peut avoir des épanchements en cas d'un pneumothorax et à l'inverse, on n'aura pas de condensation. Donc ici, on a l'échographie d'un patient. Donc, si on reprend bien, on a la sonde qui est posée ici en haut. On a une première côte ici à gauche, une deuxième côte qui est ici à droite. Et on voit ici la ligne pleurale. Donc, est-ce que cette ligne pleurale bouge? Pas vraiment. On pourrait diminuer le gain éventuellement si jamais on a un doute. Mais donc non, il n'y a pas de mouvement de cette ligne pleurale. Vous ne voyez pas le glissement de la plèvre pariétale sur la plèvre viscérale. Est-ce que vous voyez un pouls pulmonaire? Non, on ne voit pas de pouls pulmonaire. En fait, on voit les efforts inspiratoires du patient. À chaque fois, il essaie d'inspirer. Et donc, c'est ça qu'il utilise ses muscles intercostaux, ce qui soulève finalement sa plèvre, mais ce n'est pas les battements cardiaques qu'on voit. Est-ce qu'on voit des lignes A? Oui, on voit des lignes A. On en voit une très bien ici. On en voit une ligne ici plus bas aussi si on avait mis un peu plus de profondeur. Est-ce qu'on voit des lignes B? Ben, non, on ne voit pas de ligne B. Est-ce que de cette image, on peut affirmer que le patient a un pneumothorax? Pas vraiment. En tout cas, on peut très fortement le suspecter. Mais donc, qu'est-ce qui va permettre d'affirmer que le patient a un pneumothorax? Et donc, pour ça, on va prendre l'exemple du pneumothorax incomplet. Donc, c'est-à-dire, c'est un pneumothorax pour lequel une partie du poumon est toujours en continuité avec la paroi thoracique, mais pas sur toute la hauteur. Et donc, on va avoir une zone où on va avoir... Allô? Oui. On va avoir une zone où on va avoir un glissement pleural. Donc, c'est la zone du poumon qui est en contact euh, avec la paroi thoracique. Et à l'inverse, vous aurez une zone du poumon qui ne sera pas en contact. Et donc, entre les deux, vous allez avoir la zone de transition qui est en fait le point poumon. Si on prend l'exemple d'un scanner, ça permet vraiment de voir la situation. Donc ici, votre patient est en phase expiratoire, on va dire. Et donc, une partie du poumon est en contact avec la paroi thoracique. Si je mets ma sonde d'échographie juste ici en haut, finalement, vous n'aurez pas de glissement pleural, vous n'aurez pas de pouls pulmonaire, vous aurez un profil A, pas de ligne B. Si vous mettez votre sonde d'échographie ici derrière, vous aurez un profil tout à fait normal et donc finalement, vous aurez un glissement pleural, vous aurez un pouls pulmonaire. Par contre, si vous mettez votre sonde d'échographie ici, donc vraiment sur la jonction entre la zone du poumon et la zone du pneumothorax, vous allez avoir cette image où finalement, à chaque fois que le patient inspire, il gonfle son poumon et donc vient accoler une partie de son poumon au niveau de la paroi thoracique. Et à chaque fois qu'il expire, cette zone, hop, recule. Et donc, sur la partie droite de l'image, on n'a pas du tout de glissement pleural. Et vous voyez que par intermittence vient apparaître un glissement pleural. Par intermittence vient apparaître un glissement pleural. Donc, à chaque fois que le patient inspire et qu'il accole finalement son poumon au niveau de la paroi thoracique. Donc, le point poumon, ben là, clairement, vous visualisez une zone où il y a du poumon accolé, il y a du poumon qui est décollé, et donc, par définition, c'est un pneumothorax. Il est difficile à trouver, pas toujours. Disons que vous pouvez toujours rechercher de toute façon les pneumothorax dans les zones qui sont antérieures. Si vous ne voyez pas de glissement pleural et que vous vous dites, tiens, peut-être que ce patient a un pneumothorax, vous pouvez descendre progressivement en axillaire antérieur, en axillaire médian, voire en axillaire postérieur, pour essayer de trouver cette zone de transition. C'est clair que si vous avez une zone de transition qui se situe au niveau axillaire antérieur, ce n'est pas la même chose que si vous avez une zone de transition qui se situe au niveau axillaire médian, et donc vous aurez un pneumothorax qui sera beaucoup plus important quand vous avez une zone de transition qui se situe dans les parties déclives au niveau du poumon. Alors, intégrez malgré tout toujours le contexte clinique du patient. Si le patient est stable et qu'il n'y a pas d'urgence, rien ne vous empêche quand même de faire une radio de thorax. À l'inverse, si le patient est instable, à ce moment-là, vous drainez. Il y a des pièges malgré tout dans les pneumothorax. C'est le patient qui présente de l'emphysème sous-cutané. L'emphysème sous-cutané, ça ne conduit pas les ultrasons et donc finalement, votre image va être bloquée avant même que vous arriviez parfois directement aux côtes et vous n'arriverez parfois pas du tout au niveau de la plèvre. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'emphysème sous-cutané qu'il y a forcément un pneumothorax. Il peut y avoir des ruptures de l'œsophage, il peut y avoir des ruptures bronchiques, des pneumomédiastins, enfin plein de causes peuvent provoquer aussi de l'emphysème sous-cutané. Bien penser à regarder aussi chaque zone du poumon.
c'est pas parce qu'on a un glissement pleural qui se situe au niveau antérieur médian qu'il n'y a pas un pneumothorax qui se situe un peu plus haut. Donc bien regarder les différentes zones du poumon. Donc ça, on l'a déjà vu. Le pneumothorax complet, donc il n'y a pas de glissement pleural, il n'y a pas de pouls pulmonaire, la plèvre est fine, il y a des lignes A, pas de ligne B. Si vous voyez des lignes B, il n'y a pas de pneumothorax. Il peut y avoir un épanchement et il n'y aura pas de condensation. Autre pathologie, l'OAP. Donc l'OAP, c'est une pathologie dans laquelle finalement il y a de l'eau qui se met au niveau des poumons. Et donc cette eau, les ultrasons, ils aiment vraiment bien ça. Et donc, est-ce qu'on va toujours avoir un glissement pleural? Donc oui, finalement, notre plèvre pariétale va toujours être accolée à la plèvre viscérale. Vous aurez toujours un glissement pleural. Il y aura de même toujours un pouls pulmonaire, parce que votre poumon est toujours en continuité avec le cœur, en tout cas si le cœur bat. L'aspect de la plèvre, eh bien, la plèvre sera toujours fine dans une pathologie qui n'est pas inflammatoire, c'est vraiment une accumulation de liquide, la raison elle est hémodynamique. Est-ce qu'on aura des lignes A? Non, on n'aura pas de ligne A parce qu'elles auront été remplacées par des lignes B. Et donc, c'est beaucoup d'eau en fait, qui va se mettre vraiment dans les espaces sous-pleuraux. Et donc, ça va donner ces grands faisceaux blanchâtres que vous allez voir. On va avoir des épanchements pleuraux. En tout cas, chez beaucoup d'OAP, on aura des épanchements pleuraux également. Et avec le poumon sous-jacent qui sera condensé, en fait refoulé par cet épanchement pleural. Alors, les lignes B, on considère qu'il faut 3 lignes B dans 2 espaces intercostaux contigus pour parler de syndrome interstitiel, donc c'est-à-dire finalement une zone du poumon qui est humide. Il faut malgré tout c'est intégrer le contexte clinique parce que un poumon qui est humide, il peut être humide pour d'autres raisons. Une pneumonie, ça commence malgré tout aussi toujours par une phase qui est inflammatoire. Et donc cette phase inflammatoire, œdémateuse en tout cas, c'est une accumulation de liquide au niveau d'une zone du poumon. Mais donc la présentation sera un petit peu différente d'un OAP. Et donc si jamais vous avez un doute quant à une origine inflammatoire ou une origine hémodynamique euh, au syndrome interstitiel du patient, mais regardez toujours le cœur. C'est sûr que s'il a un cœur comme une chaussette, c'est beaucoup plus facile de parler d'OAP. Et donc les lignes B, regardez l'aspect de la plèvre, des lignes B qui sont, donc c'est-à-dire qu'il y a des lignes B, donc il y a une zone du poumon qui est humide. S'il y a une seule zone du poumon qui est humide, que c'est en bas à droite chez un petit papy qui fait régulièrement des fausses déglutitions, c'est juste unilatéral, qu'il y en a beaucoup dans cette région-là, il n'y a rien du tout à gauche, il n'y a rien du tout ailleurs. C'est quelque chose qui fait beaucoup plus pneumonie, surtout s'il fait de la température et qu'il tousse. À l'inverse, des lignes B de manière bilatérale avec une plèvre lisse dans les zones qui sont antérieures et apicales, à ce moment-là, on parle beaucoup plus facilement d'un OAP, surtout s'il a un cœur que vous avez regardé et qui fonctionne très mal. Donc, un exemple de ligne B, donc on a la sonde qui est ici, on a une côte qui vit ici et l'autre côte qui est ici un petit peu en dehors. On voit qu'il y a un glissement pleural, on ne voit pas spécialement le pouls pulmonaire, mais en tout cas la présence d'un glissement pleural suffit à affirmer que les plèvres sont bien accolées. Et vous voyez ces petits faisceaux lumineux qui sont là, verticaux, qui apparaissent, qui bougent. On ne va pas s'amuser à les compter, hein, mais visuellement, de toute façon, il y en a quand même beaucoup plus que 3. Et si vous avez ça de manière bilatérale antérieure, eh bien, vous pouvez parler d'un OAP. Alors, ce qui est intéressant aussi avec l'échographie pulmonaire, c'est que c'est quelque chose de dynamique. Donc, vous allez avoir le patient qui va venir, donc ici à 4h30 du matin, vous allez lui faire son échographie. Donc, vous voyez votre sonde est ici, vous avez les deux côtes qui sont ici, et vous avez un glissement pleural. Donc, vous êtes content, le patient n'a pas un pneumothorax, cela dit, il désature quand même bien sous 15 litres d'oxygène, et vous avez de nombreuses lignes B. Ces lignes B, elles sont présentes de manière bilatérale, et vous regardez au passage son cœur qui fonctionne pas bien du tout, et donc vous suspectez à très juste titre un OAP. Et donc vous allez traiter cet OAP, vous allez lui mettre du Lasix, faire un petit peu de CPAP, et donc on contrôle, c'est la même image, c'est le même patient, mais à 50 minutes plus tard, et l'image est prise au même endroit, et donc on a toujours les deux côtes, elles n'ont pas bougé, on a toujours un glissement pleural, ouf, on n'a pas fait de pneumothorax à cet endroit-là, mais par contre, vous voyez que les lignes B qui étaient profuses ici ont disparu, et donc, vous avez sauvé votre patient qui n'a plus qu'1 litre d'oxygène. Et puis après, la situation inverse peut également exister. Votre collègue qui reprend le cas le matin peut trouver qu'il a une petite insuffisance rénale, peut décider de remplir le patient, et vous allez retourner assez rapidement à la situation ici en haut. Et donc, quand on voit un syndrome interstitiel, donc des lignes B, c'est vraiment important de toujours intégrer le contexte clinique. Il y a 2 ans, c'était archi simple, des lignes B de manière bilatérale antérieure, c'était 99 fois sur 100, c'était un OAP.
et 2 fois par an, il arrivait que c'était une pneumonie interstitielle, mais à ce moment-là, il y avait un contexte de pathologie, en tout cas d'immunodépression, de connectivite, de vasculite, de température derrière. Avec le Covid, ça donne aussi finalement un aspect de pneumonie, de syndrome interstitiel qui est diffuse. Le pattern est un petit peu différent de l'OAP. Il y a une présentation qui est dédiée cet après-midi. Et à l'inverse, des lignes B qui sont présentes de manière focale, donc uniquement en une zone du poumon, c'est-à-dire qu'il y a juste une zone du poumon qui est humide. Et donc là, vous intégrez toujours le contexte clinique, mais le plus souvent, ce serait une pneumonie. Pensez quand même à l'embolie pulmonaire qui peut faire des infarctus au niveau pulmonaire et aux néoplasies qui apparaissent aussi comme une zone charnue au niveau du poumon et donc une zone qui est plus humide, en tout cas plus écogène. Donc, si on reprend l'algorithme, glissement pleural présent, absent, pouls pulmonaire présent, absent. Si les deux sont présents, il n'y a pas de pneumothorax. L'aspect de la plèvre, est-ce qu'on a une plèvre qui est complètement déchiquetée, complètement épaissie, comme on peut avoir dans une pneumonie, une plèvre qui est inflammatoire finalement? Est-ce qu'on a des lignes A, donc c'est-à-dire un profil pulmonaire qui est tout à fait normal, une absence de ligne B surtout? Est-ce qu'on a des lignes B, donc une zone du poumon qui est plus humide que le reste du poumon? Est-ce qu'on a des épanchements ou est-ce qu'on a des condensations? Parfois, les condensations, on parle d'hépatisation, mais donc c'est tout à fait ça en échographie. On a parfois vraiment une image de condensation au niveau pulmonaire qui a vraiment le même aspect que le foie, sauf qu'il n'y a pas le diaphragme au-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Excellent. Merci Antoine pour cette excellente présentation. Je n'ai pas vu de questions, moi, sur le chat. Si certains d'entre vous en ont, je vous invite à les poser maintenant. C'était la dernière présentation de la matinée avant la pause déjeuner. Tout le monde a faim. Oui, je pense que tout le monde a faim. Antoine, moi j'avais une question par rapport à ta présentation. Quand on parle des corpérages avant de ponctionner un épanchement, est-ce qu'il existe un cut-off défini pour se dire on ponctionne ou on ne ponctionne pas cet épanchement après avoir… Ouais. Alors moi, je dois reconnaître que je fais ça surtout de façon visuelle pour savoir si l'épanchement est important ou pas important. Maintenant, oui, il y a un cut-off. De mémoire, c'est 45 mm à gauche et c'est 5 mm à droite. Maintenant, ce cut-off est différent selon que le patient est intubé, selon que le patient est en décubitus ou légèrement en position assise. Et donc ça, je conseille aux gens de réviser auparavant. Et si pas, on peut faire la distance entre les deux lignes pleurales. Et on peut estimer parfois aussi l'importance de la taille de l'épanchement via cette technique. Ok, extra, merci. Je vois qu'il y a une question qui arrive. Mode B est ciel sur mer quand il y a un pneumothorax. Donc, si je comprends bien la question, c'est le signe du… Oui, c'est le signe de la mer. Oui, donc en fait, on n'en a pas parlé ici parce que de la finalement, plage. Oui, c'est un truc qui est un peu gadget. Et maintenant qu'on sait faire des enregistrements vidéo avec les machines d'échographie, on n'a plus besoin de prouver absolument que le patient, sur une image, n'avait pas de pneumothorax. Et donc, on peut faire des vidéos. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un mode M. Et donc, un mode M, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre finalement. On peut mettre une image. Hop. Oh, qu'est-ce qui… Ah. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer la session du matin? Non, je n'en vois pas. Et donc, je termine juste l'explication. Et donc, on peut avoir cette image si on fait un mode de tir M à un endroit. Et donc, il y aura, c'est-à-dire vous analysez ce qui se passe au niveau de cette ligne-là au fur et à mesure du temps. Et donc, vous tirez en mode M. Et donc, sur un patient qui respire, vous allez avoir cette ligne pleurale qui va bouger. Et donc, vous allez avoir une image de bord de mer, comme on dit, avec le sable, avec la mer, et puis avec le ciel qui est en haut. Et donc, ça, c'est-à-dire, c'est un profil qui est tout à fait normal. À l'inverse d'un patient qui a un pneumothorax, vous n'aurez plus ce glissement au niveau de la ligne pleurale et donc vous n'aurez plus ce mouvement
Et donc, vous allez avoir une image plutôt, on dit le signe de la stratosphère. Ça ressemble plus à un code barre qu'autre chose. Voilà, c'est un mode qui a beaucoup moins d'intérêt maintenant qu'on sait faire des images vidéo, mais c'est vrai que sur un patient chez qui vous avez un doute quant à la présence ou l'absence d'un pneumothorax, ça peut éventuellement être intéressant de faire un mode M pour confirmer qu'il y a une absence de pneumothorax. Alors, encore une autre question. Peut-on voir une hépatisation en cas de pneumothorax si le poumon est tout à fait racrapoté? Si le poumon est racrapoté, si vous arrivez à avoir une zone du poumon, mais vraiment bien postérieure, alors non, c'est pas quelque chose. Sur un pneumothorax complet, en fait, par définition, le poumon n'est plus accolé à la paroi et donc vous n'allez pas avoir de condensation au niveau pulmonaire. Sauf vraiment à mettre la sonde vraiment déclive au niveau vraiment postérieur, vraiment au niveau de la colonne vertébrale. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on fait tout court. Mais donc non, on ne voit pas de condensation sur un pneumothorax complet. Ok. Je ne vois pas d'autres questions.